Bonjour, on est le samedi 17 octobre 2020 avec une météo qui semble froide et bon, on sent l'approche et l'arrivée qui n'est pas lointaine de l'hiver parce que bon, de par la froideur qui commence à arriver de jour en jour au quotidien, on ressent cette froideur. Donc voilà, on s'approche voilà, de la période fatidique des journées froides. Ceci dit, certaines personnes commencent déjà à allumer leur chaudière, bien qu'ils l'ont fait déjà un petit moment. Mais bon, voilà, avec les maisons passives, bon, parfois on ne ressent pas qu'il fait froid. Mais voilà, mais généralement, bon, les gens commencent à allumer leur chaudière quand il commence à faire froid. Voilà, donc là, ça commence à être un temps propice pour aller commencer à allumer les chaudières. Et bon, cela va durer tout le temps que bon, le froid va durer et perdurer. Donc on est en début de cette, voilà, de cette saison qui s'annonce, je veux dire, avec des températures en ce 17 octobre qui n'est pas très loin du début de, voilà, de l'automne, hein, parce on a débuté l'automne le 21 septembre, bah, on n'est pas loin du 21 septembre, hein, 17 octobre, on n'est pas très loin, donc voilà, donc on a commencé, l'automne est arrivé avec de nombreuses pluies, voilà, et voilà, de nombreux vents, de nombreuses pluies, une météo quand même qui était très agitée quand même depuis un petit moment, et maintenant c'est la froidure qui prend le pas, qui prend le dessus euh, sur les pluies. Bon, ceci étant dit, euh, après vous avoir contextualisé bon, voilà, l'approche de la journée de ce samedi, notamment avec des nuages qui sont blancs, voilà, on a des nuages blancs qui sont, je veux dire, denses. Voilà, je vais vous parler justement de, voilà, toujours de la thermochimie au travers d'une réaction d'oxydation. Alors, je vais faire intervenir un composant pour faire la réaction d'oxydation et bien sûr mesurer, enfin calculer les chaleurs euh, chaleur de réaction. Alors, la chaleur de réaction va être calculée par deux méthodes. Une, directement en allant chercher les chaleurs de formation moléculaire, mais ça, bon, ça ne fera pas partie de l'énoncé, mais je vérifierai pour voir l'écart qu'il y a entre les chaleurs de réaction à partir des chaleurs de formation à l'état standard d'une mole de molécules et la chaleur de réaction établie au travers voilà, des énergies de liaison. Bon, bah alors, le tout c'est d'avoir la réaction. On va l'énoncer, je vais vous le montrer dans un court instant, mais tout simplement ici ça va être une réaction d'oxydation. Alors, la réaction d'oxydation va faire intervenir du méthanol. Donc, on va faire interagir du méthanol en oxydation. Alors, méthanol en oxydation. Donc, la première des choses, quand on vous dit ça, vous devez être capable d'écrire donc la réaction qui a en relation avec ce que je viens de vous stipuler. C'est-à-dire, si je vous dis que le méthanol entre et va subir une réaction d'oxydation, mais vous avez tous les éléments ici pour créer la réaction. Bon, alors pour un bon chimiste, un bon chimiste devrait la première des choses faire en sorte que quand on dit ceci, ben, il doit trouver tout de suite la réaction. Mais maintenant, je ne dis pas qu'il aura l'équilibre. S'il la connaît par cœur, il connaîtra l'équilibre par cœur. Oui, maintenant, il faudra l'équilibrer. Parce que toute réaction chimique, avant toute manipulation de réaction chimique, nécessite je veux dire, un équilibre chimique. Un équilibre chimique au travers de la conservation de la matière. Mais il s'avère ici que, comme on va calculer les chaleurs de réaction, il y aura aussi une conservation de l'énergie. Quelle énergie? L'énergie calorifique, l'énergie thermique, voilà, l'énergie thermique. Voilà. Donc il y aura deux types de conservation. Conservation
de matière au travers de l'écriture stoichiométrique de la réaction et une réaction conservative énergétique de par l'équation voilà, du bilan global bilan global de la réaction au point de vue thermique. Voilà. Donc il y a deux choses à faire. Bon, on va entamer les deux choses. D'abord, conservation de la matière. Alors on va faire cette écriture de conservation de matière. Bon, les lois de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Au niveau matière, conservation de la matière, ben, on va écrire cette matière. Alors, je vous avais toujours dit, il faut d'abord, quand on veut écrire une équation de conservation de la... Enfin, écrire, voilà, établir une relation de conservation matière, ben, ça se fait au travers, bien sûr, d'une réaction chimique. Réaction d'une équation, voilà, une équation. Alors, conservation matière, elle doit être équilibrée, cette équation. Alors, qu'est-ce que cette équation? Mais c'est tout simplement la réaction chimique. Elle dénote de la réaction chimique qui va se produire. Donc on a une équation équilibrée avec une réaction chimique. Et la première des choses à faire, avant de l'équilibrer, bien sûr, c'est de savoir quels sont les constituants qui vont intervenir dans le système. Voilà, pour savoir, avant de savoir ce qui va se passer au niveau des produits de la réaction, comment la réaction va réagir ou quoi ou qu'est-ce, ben, il faut savoir d'abord et avant tout quels sont les éléments que l'on a en possession. Bon. Alors je vous l'ai dit ici, la réaction c'est l'oxydation, une réaction d'oxydation du méthanol. Alors la première des choses, ben, qu'est-ce que c'est que le méthanol? Le méthanol c'est un alcool, c'est une fonction alcool, c'est une fonction de chimie organique d'ailleurs, ici on le voit avec MED. Alors MED c'est un carbone, bon, et bien sûr vous aurez la fonction alcool qui est reliée à ce carbone. Et donc il ne reste plus que 4 liaisons, et elles sont reliées à de l'hydrogène. Et voilà, créer la molécule, voilà, la substance est identifiée, la molécule d'éthanol. En d'autres termes, j'aurais pu écrire ceci. Bon, remettre la liaison au H comme ceci. Voilà. Et ça, c'est une écriture dans le plan. Bien sûr, vous aurez compris que c'est une écriture dans le plan. Parce que si on devait écrire une écriture spatiale, ben, on aurait là, on aurait ceci qui serait derrière le plan. Voilà, cette liaison-là devant le plan, bien sûr, ça, on aurait l'atome d'hydrogène ici, l'atome d'hydrogène ici, l'atome de carbone qui est beaucoup plus gros, voilà. Un atome d'hydrogène qui est toujours dans le plan, voilà, toujours dans le plan, un atome d'oxygène. Ouais, j'ai oublié l'hydrogène, ça c'est un hydrogène. Voilà, je vais vous mettre en brun les boules d'hydrogène. Là, l'hydrogène. Ici, on a une boule. Oh, bon, là, il faudrait que je recommence mon. Bon, je vais le faire correctement, hein, comme ça, bon, vous allez voir à quoi ça va rimer cette molécule au niveau spatial. Ben, on a, voilà, de l'hydrogène. Voilà, une molécule d'oxygène. Enfin, un atome d'oxygène, de carbone. Donc, ça, je vais mettre le carbone. Voilà, le carbone. Et un atome d'oxygène.
Donc c'est une fonction alcool, c'est bien une fonction de la chimie organique, avec du carbone et de l'hydrogène, d'où le préfixe meth. Alors, ol, c'est un alcool, ça veut dire qu'il y a la fonction OH. OH, donc voilà. Et voilà, maintenant je peux établir les liaisons entre l'atome d'hydrogène et l'atome de carbone ici. Mais comme on est derrière le plan, ben on met, voilà, comme on est derrière, on met ceci, pour bien dire qu'on est derrière. Alors, il y a des angles, hein, bien sûr, il y a des angles correspondants à tout ça. Alors, quand on est devant le plan, la molécule ici devant le plan, voilà, voilà, ça, cette molécule-ci est devant le plan. Celle-ci est dans le... Je vais vous montrer celle qui est dans le plan. Cette molécule-ci, enfin cet atome-là, cette liaison-là est dans le plan. Cette liaison-ci est dans le plan, voilà. Voilà. Par contre, celui-ci, il fait un certain angle, peut-être devant ou voilà ou derrière le plan. Voilà. Quoi qu'on pourrait le mettre, ouais, non, il sortirait. Il sortirait du plan. Voilà. Voilà. Donc ici, on a l'atome, bien sûr, de carbone. Là, on a l'oxygène, l'hydrogène, 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 l'hydrogène et l'oxygène. Voilà. Alors, vous remarquerez que le méthanol se rapproche voilà, de la fonction, enfin de la molécule éthanol. J'ai fait une vidéo précédemment qui concernait la molécule d'éthanol, enfin la réaction de l'éthène avec de l'éthène qui est un alcène avec de l'eau qui donnait de l'éthanol. Alors regardez bien, bon, dans un plan, l'éthanol est composé bien sûr de carbone. Là c'est une représentation dans le plan, bien sûr, pas dans l'espace. Ça c'est l'éthanol. C'est avec trois hydrogènes ici, 2 hydrogènes ici, un oxygène et une fonction alcool comme ceci. Bon, alors si vous voulez être complet, vous mettez voilà, les doublés non liants. Voilà. Alors, ça c'est la molécule d'éthanol, bon, qui se rapproche un petit peu de la molécule de méthanol avec un M. Parce que la molécule de méthanol, c'est non pas 2 carbones, mais un seul carbone. Voilà. Donc là, on a... vous voyez que c'est presque la même chose. Mais c'est pas parce que c'est presque la même chose que c'est la même chose. C'est 2 fonctions alcool. Hein. Alors là, on a 2 carbones, c'est l'éthanol. Là, l'éthanol ici. Voilà, et le méthanol ici. Voilà. Donc, à la différence, c'est quoi qui diffère? Ben, c'est ceci. C'est ceci qui n'existe pas là-dedans. Ou si vous voulez, si je vais passer du méthanol à l'éthanol, ben, c'est ça qui a été ajouté. Voilà, ceci a été enlevé pour obtenir, enfin, bon, enlevé pour ressembler à la molécule de méthanol et ceci a été rajouté, voilà, pour voilà, par rapport à la molécule de méthanol. Ah. Alors maintenant, quand je vous ai parlé de... Donc ça c'est la fonction méthanol. Or, comment faire un bilan énergétique qui va faire intervenir les liaisons? Vous devez connaître la structure moléculaire. Donc quand vous faites des calculs sur les chaleurs, sur les énergies de liaison, pour retrouver la chaleur de réaction, vous êtes obligatoirement, vous devez absolument connaître la molécule. Une des premières des choses,
c'est de connaître la molécule parce qu'on va faire des ruptures de liaison. Donc vous devez connaître voilà, ce qu'il faut rompre. Ce qu'il faut rompre. Et ce qu'il faudra reformer, bien sûr. Bon, alors, quand je vous parlais tout à l'heure de l'oxydation du méthanol, ben, l'oxydation, qui dit oxydation, dit oxygène. Hein. Vous aurez compris que, bon, et le méthanol, vous aurez compris que c'est CH3, CH3OH. CH3OH. CH3OH, où on a la fonction alcool. Si je relis tout, ben, je peux indiquer CH3OH comme ceci. Donc c'est une fonction mét avec un alcool. Voilà. Alors, à ça, ben, on va faire une oxydation, donc on va rajouter, enfin, ce sera en milieu, en présence d'oxygène. L'oxydation, c'est en présence d'oxygène. Donc voilà qu'on a déjà les réactifs. Les réactifs sont déjà connus. Les réactifs sont connus. Bon. C'est la première des choses à faire. La première des choses à faire, c'est les réactifs. Alors, on va déjà identifier les états, parce que c'est fort important en thermodynamique d'identifier les états. Bon, alors je peux vous dire que là, on va faire réagir du méthanol liquide, voilà, avec en présence voilà, d'oxygène gazeux, pour obtenir, à votre avis quoi? Ben, ici, il y a du carbone, et du carbone qui réagit avec de l'oxygène donne, ben, vous venez de le voir, du CO2. Donc on aura, voilà, en produit un dégagement de CO2, bien sûr, à l'état gazeux. Voilà, le carbone, quand il réagit avec l'oxygène, mais il donne du CO2. Et bien sûr, il va donner de l'H2O. De l'H2O. Donc c'est une réaction, si vous voulez, de combustion. Voilà. Donc on a du dioxyde de carbone et de l'eau, bien sûr, liquide, qui va jaillir de là ou ressortir de là. Bon, mais encore une fois, là, on a les réactions, c'est parfait. Avec les substituants, maintenant, ils sont connus. Hein, les substituants, c'est le méthanol, le dioxygène, qui vont réagir pour donner comme substituant, S c'est substituant, le dioxyde de carbone, et comme substituant de l'eau. Donc on aura deux gaz, le dioxygène et le CO2, l'oxygène en réactif, le CO2 en produit, et on aura bien sûr de l'eau qui va rejaillir de là. Voilà. Alors, d'où vient l'hydrogène de l'eau? Ben, il vient du méthanol. Hein. Il y a suffisamment d'hydrogène pour pouvoir donner voilà, de l'hydrogène à l'eau. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la conservation de la matière. Voilà venu le moment de faire la conservation de la matière et d'équilibrer la réaction. Bon, alors pour ça, il faut regarder correctement. On a deux oxygènes ici, et là j'en ai deux, et un, ça fait 3. Bon, j'ai combien d'hydrogène ici? 3 plus 1, ça fait 4. 4, je vais tenter d'en avoir 4. Voilà, si je fais que ça, j'ai équilibré, les hydrogènes sont équilibrés. J'ai 4 hydrogènes à gauche, et on a 4 hydrogènes dans le membre de droite. Les hydrogènes sont équilibrés. Voyons voir les carbones. Carbone, j'en ai un à gauche. Là, et à droite, j'en ai un. Donc les carbones sont équilibrés. Apparemment, tout va bien pour l'instant. Donc, ici, je peux déjà mettre 1 parce que c'est équilibré. Les hydrogènes et carbone sont équilibrés. Carbone et hydrogène sont équilibrés. Voilà. Par contre, ce qui ne va pas ici, on va équilibrer le restant. Les oxygènes, c'est ça qui pose problème. Puisque quand on met 2, on a 2 oxygènes. Et en mettant 2, ben on a voilà, 4 oxygènes. Donc pour avoir 4 oxygènes, je mets 2 O2. 2 O2. Ah non, je m'excuse, il y a un oxygène ici. Hein. Je m'excuse. Ouais, c'est pas bon. J'ai oublié cet oxygène ici.
Je m'excuse. Bon, je vais retirer le 2 là. C'est pas 2. Donc, on a deux oxygènes dans le membre de droite et 2 dans le membre de gauche. Enfin, de droite, on en a 2 et 2. L'oxygène, on en a 4 dans le membre de droite. Voilà, voyons voir dans le membre de gauche. On en a 1. Voilà. Et pour faire 4, il m'en reste 3. Est-ce que avec 2, je peux faire... Bon, j'ai bien dit 2 et 2, ça fait bien 4. 2 et 2, ça fait 4 oxygènes, ok. Là, on en a 1, donc il en reste 3. Est-ce qu'on sait faire 3 avec 2 oxygènes? Ben oui, en mettant 1,5. 1,5 fois 2, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Donc c'est juste. Le compte est bon. Voilà, la réaction au niveau stoichiométrique, elle est équilibrée. Elle est équilibrée. Voilà. Donc on a l'état, on a les substituants qui sont, je veux dire, identifiés. Le méthanol, le dioxygène, le CO2, dioxyde de carbone et l'eau. Les états physiques sont identifiés, liquide, gaz, gaz, liquide. L'équilibre de la réaction est donné. 1, 1,5, 1, les coefficients stoichiométriques sont là. Bon, voilà. Ceci étant fait, maintenant, ça c'est au niveau conservation de la matière. Maintenant, établissons la conservation de l'énergie. Ben, on va calculer la réaction, voilà, d'après un énoncé qui est ici, bien sûr. C'est bien l'oxydation ou la combustion, si vous voulez, c'est l'oxydation, combustion du méthanol. Oxydation ou combustion du méthanol. Voilà. Oxydation ou combustion du méthanol. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on est à l'état standard. Hein. Voilà. L'état standard, c'est-à-dire l'état des corps purs non mélangés, pris dans leur état physique le plus stable. Et pour ce qui concerne les solides, c'est leur forme allotropique la plus stable. Hein. Voilà, la forme cristalline allotropique la plus stable. Sous la pression, bien sûr, de 101 325 pascal ou 100 000 pascal, hein, ça dépend, mais légèrement, les tables sont données à 101 325 pascal. En fait, il s'agit des conditions, si vous voulez, CSTP. CSTP. Voilà, CSTP. Et donc, à 298,15 Kelvin. Voilà. Quand on a ça, ben, on a les valeurs standards, à l'état standard. Donc, une enthalpie de réaction n'a de valeur définie que si les états initiaux, les réactifs, et final produits sont eux-mêmes bien définis, bien identifiés, au niveau nature chimique, état physique, température et pression. Voilà. Ainsi, on peut rendre compatible dans les calculs thermodynamiques les enthalpies de réaction. Et bien pour ça, on a standardisé leur définition. Voilà. Et dans les tables, on a ce qu'on appelle les valeurs des enthalpies de réaction à l'état standard, c'est-à-dire à 298 Kelvin et à une atmosphère ou un bar. Hein. Bon, généralement, les tables sont données à une atmosphère. On est en condition CSTP, si vous voulez. Donc, on est à l'état standard. Alors, à l'état standard, évaluer la chaleur de réaction correspondant à l'oxydation de CH3 liquide. Bon, et là, c'est la réaction que je viens de faire. Hein. C'est-à-dire, on a le méthanol liquide qui a ON mol, hein, c'est ce que je viens de faire ici. Voilà, 1 CH3OH plus 1,5 O2, 1,5 O2 donne un CO2 gazeux. Ben, l'O2 il est gazeux, hein, je vous l'ai dit. CO2 est gazeux, je vous l'ai dit. Voilà, un CO2 gazeux plus 2 H2O liquide. Voilà, c'est vraiment la réaction qu'on a là. Voilà. Donc tout est identifié, je vais vous le dire. Hein. Tout est identifié, on est à l'état standard. Voilà, on est à l'état standard. Donc température, pression sont connues. On connaît bien sûr la réaction. On connaît l'état physique, la nature chimique sont connues. Je vous ai dit CH3 c'est du méthanol. Voilà, l'état physique il est liquide. Température et pression, ben, ça, on est à l'état standard. Voilà, etc. Vous faites la même chose ici. O2 est connu. Et sa stoichiométrie est connue. Voilà, la température et pression est connue. Bon, on connaît tout. On connaît tout.
On connaît tout. Bon. Mais grâce à ça, on demande d'évaluer la chaleur de réaction correspondant à l'oxydation de CH3 OH liquide. Voilà. Alors, je vais déjà d'abord calculer la chaleur de réaction par l'entremise des tables des enthalpies molaires. Enthalpie molaire. Voilà. Alors, pour le CH3OH liquide, ben, vous allez dans les tables, table des enthalpies molaires, CH3OH liquide, bon, ça fait moins 238,6. Alors, j'ai été voir ça, mais j'ai une table ici, ressources Université Le Mans, voilà. Vous avez le lien qui est là, .fr, accès libre, /um, /pédago, /chimie, /3, /chim 310b, /pdf, /chim 310b, underscore. En fait, voilà, c'est underscore, c'est un petit trait qui se retrouve entre le B et la table. Voilà, il y a underscore, voilà, c'est une petite barre, qui, voilà, qui est un sous-caractère, en dessous des caractères. Alors B underscore table 1.pdf. Voilà, et là vous avez le lien. Alors si je clique sur ce lien, ben, je vais tomber directement dans le site même. Et alors bon, je vais rechercher, comme on a besoin du méthanol liquide, ben, je vais rechercher le méthanol liquide. C'est classé par ordre alphabétique. Je vais rechercher voilà, la lettre M, ça se fait rapidement en circulant avec voilà, le clavier numérique, avec voilà, l'ascenseur, ou soit les flèches montées descendre, hein, ou voilà, avec les flèches montées descendre, ou avec le curseur, si vous voulez, de la souris pour aller sur l'ascenseur et vous montez, vous descendez. Vous pouvez le faire avec la souris ou avec les flèches bas haut. Vous allez chercher le M, qui est ici, et là on a le méthanol. Là il est gazeux et là il est liquide. Et le liquide m'intéresse, c'est moins 238,6 que je note. Moins 238,6 que je note et que je mets dans la table de Université Le Mans qui est la deuxième colonne. Voilà. Ceci sont les références de l'Université Le Mans. Je vous avais dit que j'avais parlé des références. Ma colonne numéro 2, c'est l'Université Le Mans. Donc, je retape moins 238,6, l'Université Le Mans. Voilà, liquide. Alors, pour le 2, on a un corps simple, donc il vaudra 0. Voilà. Oui, il faut savoir que c'est tout des corps purs, hein, dans l'Université Le Mans, ici, c'est tout des corps purs. Hein. Ouais, voilà, c'est tout des corps purs non mélangés. Voilà. Table des enthalpies de formation standard delta HF en kilojoules par mole, enthalpie libre de formation standard, oui, ça c'est le delta G, libre delta GF, en kilojoules par mole, l'entropie standard S en kilojoules, en joules par kilo et par mole, des corps purs. Voilà, c'est tous des corps purs, ils sont non mélangés. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, à 298 Kelvin. Voilà, c'est des corps purs, je vous l'avais dit. Tout ça, ce sont des corps purs. Voilà. Mais ce sont des corps purs, si vous voulez, composés et non mélangés. Et quand on prend par exemple l'oxygène, l'oxygène il fera 0 parce que c'est un corps pur simple. C'est un corps pur simple. Bon, je vais rechercher l'oxygène par exemple. Je ne sais pas ce qui se trouve. On va rechercher le O. Oxygène, il est là. 0. Voilà, l'oxygène gazeux vaut 0. Parce que c'est un corps pur simple. Voilà. Attention que je vous avais dit qu'il doit être dans l'état le plus stable. Hein. Parce qu'ici il n'est pas dans l'état le plus stable. Attention à ça. Bon, il ne fera pas forcément 0. Voilà. Pour le corps simple, je parle. Bon. Alors, on va pouvoir regarder après ça. Donc, je mets 0 pour l'oxygène gazeux. Le méthanol liquide, il vaut moins 238,6. Alors, je vais rechercher, bon, comme j'ai dans les tables à côté, bon, le méthanol liquide, ben, je prendrai aussi le méthanol gazeux pour mettre dans mes tables. Je vais l'écrire aussi. Voilà, méthanol liquide, il est là, moins 238,6. Et l'éthanol, voilà, il fait méthanol gazeux, il fait
moins 200.2, moins 201.1. Moins 201.1. Voilà. Donc je note moins 201.1 pour le gaz, méthanol gazeux, moins 238.6 pour le méthanol liquide. Et j'indique pour l'oxygène. Elle reste en G, hein, parce que l'H2O, je l'avais déjà écrit, c'est moins 241.8 pour l'H2O gazeux, moins 285.8 pour l'H2O liquide. Maintenant, on a besoin de quoi ici? Ben, on a besoin de méthanol, d'O2 et de CO2 gazeux. On a tout. Le CO2, il est là, 1300. Dans les tables de, comment on appelle ça, voilà, de l'université de Le Mans, on remerciera jamais assez ce qu'ils ont fait comme travail. Voilà, bon, il vaut au moins 393,5 pour le CO2 gazeux. Donc on a tout pour fonctionner ici. C'est-à-dire que je vais rechercher les enthalpies là, hein, c'est ces enthalpies là, je les indique. Voilà, l'enthalpie pour l'oxydation. Là, bon, pour le CH3 liquide, c'est moins 238.6, c'est ce que je viens d'aller chercher maintenant. L'oxygène, je viens de vous dire que c'est 0. Le CO2, c'est moins 393. Bien sûr, c'est kilojoules pour une mole. Hein. Kilojoules par mole. Voilà, c'est pour une mole. Là, kilojoules, mais là, ça fait 0, donc on s'en fout. Kilojoules par mole. Ici, kilojoules par mole. Kilojoules par mole. Voilà, et on a tout. On a tout. On a l'H2O, c'est moins 285,8 kJ par mole. Voilà. L'H2O, c'est connu. Le CO2, c'est connu. Ben, il suffit d'aller voir dans les tables de l'université de Le Mans. Hein, j'ai choisi ces valeurs-là. Et le CH3OH, c'est connu. Elles sont dans les tables de l'université de Le Mans. Et à ce moment-là, je peux calculer la chaleur de réaction complètement. Comment? Ben, je fais le total de ce qui se passe au membre de droite, au niveau des produits. Je regarde ce qui se passe au niveau, à l'état final. À l'état final, ce sont les produits. Eh bien, il suffit de faire juste moins 285,8 kJ par mole fois 2, parce qu'il y a 2 moles d'H2O. Voilà. Plus moins 300, voilà, ceci, fois 1. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe pour les produits. C'est le bilan produit. Bilan, bien sûr, d'énergie calorifique au niveau produit. Alors, au niveau des produits, le bilan, il est négatif. Négatif, c'est une réaction, enfin, les produits vont donner, voilà, essentiellement du négatif, c'est-à-dire les produits vont produire de la chaleur, puisque le delta H est négatif. Les produits vont produire de la chaleur. Alors maintenant, je vais faire le bilan des réactifs. Alors, le bilan des réactifs, mais ils sont aussi, bon, c'est 0 fois 1,5, ce qui fait 0, et il va rester quoi? Moins 238,6 fois 1. Donc il va rester que moins 238,6. Je l'indique ici, et ensuite je fais le bilan total, le bilan global. Le bilan global, voilà, qui est égal à ceci. Ça, c'est le bilan global. C'est ce qui se passe au niveau des réactifs en situation finale, moins ce qui se passe au niveau initial, c'est-à-dire au niveau... on a bien une conservation de l'énergie ici, hein, énergie calorifique. Et le bilan global est donné par la situation finale et la situation initiale. Voilà, il ne dépend pas du chemin suivi, il dépend que de l'état initial et de l'état final, puisqu'on a une loi conservative. Une loi conservative. Voilà, vous savez bien que dans les lois conservatives, on n'a pas... Voilà, la chaleur produite ou absorbée par une réaction ne dépend que de l'état initial et de l'état final, et non du chemin suivi. Par exemple, le nombre et la nature des étapes. Si celle-ci est effectuée, soit à pression constante, soit à volume constante, au travers d'une bombe calorimétrique, par exemple, voilà, ou d'un calcul, voilà, par une méthode indirecte. Parce que la bombe calorimétrique, c'est une mesure, c'est une méthode directe. Voilà, bilan produit moins bilan réactif. Et ça donne le bilan global de chaleur. Alors, le bilan de réactif, il est négatif aussi, ça veut dire qu'on a les réactifs vont produire la chaleur. Donc, aussi bien les réactifs vont produire de la chaleur, mais aussi bien les réactifs que les produits vont produire de la chaleur.
Bon, et si on fait la différence de 2, on retrouve moins 726,5 kJ. Voilà. Bon, ça c'est le bilan de la réaction. La réaction c'est plutôt une réaction qui est, si vous voulez, exothermique. Le bilan global, il est exothermique, hein, parce que ça donne du négatif. Ça donne du négatif. Voilà. Et donc ça c'est, en gros, la réponse. La réponse, mais c'est pas ça qu'il faut faire ici, puisque en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est le faire par les énergies de liaison et de voir l'écart par rapport à cette valeur que je viens de trouver. Voilà, évaluer la chaleur de réaction correspondant à l'oxydation de CH3 au H liquide par les énergies de liaison. Bon, alors comment fait-on par les énergies de liaison? Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il faut considérer que, voilà, que il faut partir à partir des atomes à l'état isolé. Il faut faire, on va dire, comme on a une loi conservative, il faut établir une loi de S. Voilà. Le but c'est d'arriver, je veux dire, de l'état initial à l'état final. Mais il faut casser toutes les liaisons pour avoir des états simples, mais à l'état gazeux. Voilà. Tout d'abord, il faut faire passer ceci à l'état gazeux parce qu'il est liquide, ce qui veut dire qu'on va avoir une vaporisation. Tout doit être à l'état gazeux quand vous faites voilà, les calculs de chaleur. Chaleur avec les énergies de liaison. Avec les enthalpies de liaison, il faut toujours passer à l'état gazeux. Alors, est-ce qu'on l'a ici? Non. Donc, il faut faire une transformation qu'on appelle une vaporisation. Est-ce qu'ici, il est gazeux? Oui, il n'y a rien à faire. Alors, ici, il est gazeux? Oui, il n'y a rien à faire. Est-ce que là, il est gazeux? Non, il faut faire une vaporisation pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, il y a deux vaporisations à tenir en compte. Un pour le méthanol et un pour l'H2O. Voilà. Alors, je vais faire ça tout de suite. Enfin, ça a déjà été fait ici, mais bon, je vais vous montrer. Donc, on reprend toujours la réaction. Donc là, il est liquide. Qu'est-ce qui va changer d'état? C'est le CH3OH, parce qu'il est liquide. Il faut faire une vaporisation. Voilà. Alors, le O2 ne change pas d'état. Il est toujours gazeux. Voilà. Le CO2, lui, il ne change pas d'état, il est gazeux. Par contre, l'H2O, mais il y a une vaporisation à faire. Voilà, H2O. Alors pour ça veut dire qu'on aura besoin, dans le bilan global, de la chaleur bien sûr, des enthalpies de liaison, plus les chaleurs de vaporisation, de changement d'état. Et il y a deux changements d'état, donc il faudra prendre les deux changements d'état. Alors, j'ai été voir dans les tables la chaleur de vaporisation du méthanol, il est à 37,99 kJ pour une mole. Pour une mole, voilà, ça fait ceci. Dans les tables, j'ai été chercher ceci dans les tables, mais je vais vous dire que je ne vais pas utiliser ça. Je vais dire pourquoi. Alors, mais comme on n'a qu'une mole, 37,99 kJ par mole, pour une mole, ça fait 39,99 kJ, parce qu'on n'a qu'une mole. Bon, je fais la même chose pour l'H2O, je vais voir dans les tables, c'est 44,11 pour l'H2O, voilà, pour l'eau, pour une mole, hein. Voilà, c'est pour une mole. Mais il s'avère qu'ici on a 2 moles, ce qui veut dire qu'on a voilà, 2 fois 44 l'énergie de liaison, enfin la chaleur de vaporisation, puisqu'il y a 2 moles. Voilà, donc on a kilojoules. Bon, mais moi ça j'ai été recherché dans les tables. Bon, je ne vais pas utiliser ceci bien sûr. Pourquoi? Je vais vous dire comment est-ce que je vais trouver ceci. On a les valeurs des enthalpies molaires. Voilà. Et il suffit de prendre, vous faites tout simplement, ici il y a déjà une valeur, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je vais regarder ça tout de suite. Bon, pour l'eau, il suffit de prendre l'enthalpie gazeuse de l'eau, la variation d'enthalpie gazeuse à l'état standard, qui est ici, moins l'enthalpie de l'eau à l'état liquide. Voilà, et on a 44,05. Donc je préfère prendre cette valeur-là que 4. Vous allez me dire, il n'y a pas un grand écart. Oui, mais c'est pour vous dire que dans les calculs, si je me fie aux calculs par rapport aux tables comment on appelle ça, de l'université de Le Mans, je calcule la variation, enfin la chaleur de vaporisation de l'H2O par rapport à celle de l'université de Le Mans. Par contre, celui-ci, je ne sais pas ce que c'est le F12. Je vais le trouver tout de suite ici, F12.
F12. Voilà. C'est le méthanol, ouais, j'ai voulu calculer pour le méthanol. Bon, je vais le faire pour le méthanol, justement. Donc, delta H, vaporisation, méthanol parce qu'il est liquide. Donc, c'est H3, c'est H3 OH. Voilà. On va fermer la parenthèse. Il ne le voit pas. Voilà, j'ai fait ça. Même pas CH3OH. Voilà. Alors, on va calculer cette enthalpie de changement d'état, qui est la vaporisation de passage de l'état liquide à l'état gazeux. C'est le gaz moins le delta H gazeux moins le delta H liquide. Voilà, c'est 37,5. 37,5, bien sûr, kilojoules pour une mole. Hein. Kilojoules, attendez, faire attention ici. Kilojoules, voilà, c'est kilojoules. Parce que attention que c'est une variation d'enthalpie, voilà, c'est delta H vaporisation, ça. Oui, c'est pour une mole, c'est ça, hein, parce que s'il y a 2 moles, il faut faire fois, voilà, pas pour une mole, par mole. Voilà, par mole, parce que s'il y a 2 moles, il faut faire fois 2, s'il y a 3 moles, il faut faire fois 3. Donc ça, c'est donné pour une mole. D'ailleurs, je l'ai fait pour l'eau, hein, j'ai dû multiplier 44,05 fois 2. Donc ici, il faut c'est 37,5 et 44,05 pour l'eau et 37,5 pour le méthanol. Donc je retourne ici. 37, j'ai mis 37,5, donc voilà, j'ai pris 37,5. Et comme il n'y a qu'une seule molécule, c'est kilojoules par mole, comme il n'y a qu'une seule molécule, mais ça fait 37,5 kilojoules, parce qu'il n'y a qu'une seule mole. Hein. Voilà, il y a CH3OH et j'ai qu'une seule mole ici. Donc voilà, je recalcule pour une mole. Donc je ne vais pas utiliser celle des tables ici, mais celle dont je viens de faire la différence ici. Voilà, pour rester cohérent dans les calculs. Voilà. Alors maintenant, ici, on a dans les tables ceci, et moi je vais prendre celui-ci. Bien sûr, comme il y a 2 moles d'H2O, mais voilà, 44,05 kJ par mole fois 2 moles d'H2O donne voilà, 88,1 kJ pour le changement d'état de l'eau. Donc il y a 2 changements d'état. Vous voyez que les 2 changements d'état là, au niveau global, vont augmenter de 37,5 plus 88,1. Voilà la réaction par rapport aux énergies de liaison. Voilà, donc il faut tenir compte déjà des changements d'état. Bon, c'est fait. Donc j'irai rechercher ces valeurs-là par après. Ces valeurs-là, j'irai chercher 88,1 et et 37,5. J'irai les rechercher tout à l'heure. Pour l'instant, bon, je les mets de côté. Voilà, je les stocke quelque part, mais j'irai les rechercher par après. Tout comme j'ai stocké ceci, parce qu'après, il faudra tenir compte de cet écart-là qu'on a trouvé ici. Hein. Par rapport à ça. Ça, c'est le bilan global. Je le connais, il est connu, hein, mais maintenant, il faut le faire par les énergies de liaison, sachant qu'il y a, pour les énergies de liaison, il faut passer par, voilà, absolument par l'état gazeux. Donc, si un constituant n'est pas l'état gazeux, ben, il faut le faire passer par un changement d'état à l'état gazeux. Voilà, coûte que coûte. Voilà, il faut aller chercher soit, s'il est liquide à gaz, ben, il faut chercher la chaleur de vaporisation, delta H vaporisation. Mais comme il y a deux constituants à l'état liquide, pour les faire passer à l'état gazeux, ben, il y aura 2 changements d'état. Mais ils n'ont pas les mêmes chaleur de vaporisation. Chacun, l'H2O n'a pas la chaleur de vaporisation du méthanol. Voilà. Bon, ceci étant fait, c'est fait. Maintenant, tout est gazeux. Hein. Ouais, on est gazeux. Tous les constituants, les substituants sont mis, les constituants ou les substituants sont mis à l'état gazeux. Donc il n'y a plus de problème, je peux établir les énergies de liaison. Mais il faudra tenir compte de ces 2 changements d'état. Bon, ben, dans un premier temps, je ne vais pas le faire. Je le ferai en finalité quand il faudra aller chercher le bilan global. Donc on va faire un bilan des réactifs et un bilan des produits. Et puis, bilan des réactifs et produits va nous donner le bilan global, mais dans le bilan global, il faudra tenir compte des changements d'état, des 2 changements d'état. Voilà. Et puis après, on fera l'écart qu'il existe en trouvant, avec les chaleurs de formation, de rupture et de formation, l'écart qu'il existe par rapport à la valeur calculée avec les chaleurs molaires ici, qui est de moins... La chaleur molaire de la réaction, elle est là. Hein. Bon, elle est moins
la chaleur de la réaction, là, je m'excuse, ou la chaleur de combustion, la chaleur de la réaction, ça c'est la chaleur de l'oxydation, la réaction d'oxydation, c'est la réaction, comme c'est une combustion, c'est la chaleur de combustion, mais c'est aussi la chaleur de la réaction. Voilà, bon, il y a différents noms à ça, et on retrouve moins 726,5, qui est une réaction, je vous l'ai dit tout à l'heure, le delta H étant négatif, exothermique, c'est-à-dire que la réaction en globalité va produire de la chaleur. La réaction va produire de la chaleur. En globalité, c'est normal. Pourquoi? Ben, c'est tout évident, parce qu'on a une réaction de combustion. Toute réaction de combustion est exothermique. Hein. Toute réaction de combustion est exothermique, donc fatalement, c'est normal qu'on va avoir de la chaleur. On a une réaction de combustion, on met à profit une réaction de combustion, donc on aura, je veux dire, un dégagement de chaleur. Hein. Ben, voilà, ce dégagement de chaleur a été calculé ici. Maintenant, je vais le faire par les calculs de chaleur de rupture et de formation des liaisons. Alors pour ça, il faut passer par la loi de Hess et faire une rupture de toutes les molécules, de manière à avoir des composants simples. Par exemple, si je prends le CH3OH, je prends le CH3OH, bon, là on n'a plus besoin de ceci. Le CH3OH, il faut le voir au niveau, structure, molécule dans le plan ou spatial, peu importe, on s'en fout de ça. Si vous le mettez au niveau du plan, c'est bon, CH3OH, il est comme ça. Ce qui veut dire qu'il faudra, là on a de l'hydrogène, voilà. Il faudra faire un chemin qui fasse, pour aller bien sûr du CH3 OH plus l'O2, bien sûr équilibré, hein, pour avoir l'état final qui est CO2 plus H2O à l'équilibre, bien sûr. Hein, l'équilibre, je l'ai fait ici, parce qu'on a 2 moles ici, 1 mole là, 1,5 mole ici, et 1 mole là. Alors pour ça, il faut casser les liaisons. CH, on va casser celui-ci, pour avoir des éléments simples. D'après la loi de Hess, on va avoir de tous des éléments simples. Donc on aura un carbone, plus un hydrogène, plus un hydrogène, plus un hydrogène, plus un oxygène, plus un hydrogène. Attention que ceci fait une fois. Pourquoi? Parce que on a marqué, la stoichiométrie indique qu'on a 1 mole. Hein. Voilà. Alors l'oxygène, il faudra la casser pour avoir O, plus O. Voilà. Et là on a tout. Et après il faudra reformer. Donc on a la brisure ou la cassure ou la rupture. Et puis on reconstruit. Pour faire CO2, il faudra C et un oxygène ici. Bon, il faut que je le fasse un peu plus proprement parce que c'est bon. Je vais essayer de faire ça plus proprement. Bon, je vais prendre d'abord le CH3. C'est voilà, CH3OH. Bon. La réaction, c'est situation initiale 1 CH3OH plus 1,5 O2. On démarre de ça, on casse une liaison CH, donc ça va demander, la rupture demande une certaine énergie, mais on va en casser 1, 2, 3 liaisons CH pour avoir, si vous voulez, un carbone plus un hydrogène plus un hydrogène plus un hydrogène plus, puis je romps la liaison CO, voilà, là j'ai mon carbone, et bon, il me reste du OH, et je romps la liaison OH pour avoir, si vous voulez, du O et du H. Voilà, bien sûr, ceci c'est pour une mole, hein, parce qu'il n'y a pas de problème, il y a une mole là. Par contre, pour l'oxygène, mais il faudra rompre la double liaison. L'oxygène, c'est ceci. Hein. Bon, c'est ceci. C'est une double liaison à casser. Donc, pour avoir du OO. Et là, on a tout brisé. Maintenant, ça, c'est via les énergies de rupture, en sachant que là, H2O, on a 1,5 mol, et ceci, on a 1 mol. Attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Voilà. Et puis après, on reforme tout. On reforme quoi? Du CO2. On forme avec du C, l'oxygène ici et l'oxygène ici.
on forme du CO2. Voilà. Puis, ça se fait dans un sens de conservation de matière. Hein. Ouais, c'est pour ça que bon, il faut d'abord équilibrer, l'équilibrer, et puis après, à ce moment-là, vous comprendrez que je peux pas mettre, je peux pas lier tout ce que je veux ici, parce qu'il y a 1,5 mol d'O2. Or ici, j'ai mis 1 mol d'O2. Voilà, donc on peut lier donc le C à l'oxygène pour avoir du CO2. On peut avoir du H, HO. Normalement, si je veux bien faire les choses, je devrais avoir 3 oxygènes. Parce que 1,5 fois 2, 1,5 fois 2, ça fait 3 oxygènes. Voilà, je vais refaire encore une fois les choses. Hein. Vous m'avez plus ou moins bien compris. Maintenant, je vais essayer de voir la rupture, qu'est-ce qu'elle va donner. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on a du CO2. Voilà. Donc, il faudra rompre une liaison CO, une liaison CO, une liaison OO. Enfin, une formation, je m'excuse, ici, c'est pas une rupture, c'est une formation. Ici, il faudra former une liaison. Non, il faudra bien former une liaison OC, former une liaison CO, former une liaison OH et une liaison OH. Donc là, on est dans les formations. Formation de liaison, et là, rupture de liaison. Là, il faudra casser, et là, il faudra établir. Alors, comment établir? C'est ce que je voulais vous expliquer ici. Bah, ça dépend des coefficients de stoichiométrique, c'est pour ça qu'il faut équilibrer avant. On aura CH3OH. Tout doit être gazeux. Or, tout est gazeux, il n'y a pas de problème, parce que j'ai fait un changement d'état, tout est gazeux, il n'y a pas de problème. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de changement d'état à faire, parce que ça a déjà été fait. Donc, la première des choses à faire, c'est un éventuel changement d'état, faire changer les états des éventuels corps qui ne sont pas à l'état gazeux, parce que tous les atomes doivent être pris à l'état gazeux. En plus, ils doivent être isolés. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut faire des ruptures, et les ruptures de l'état initial. Attention que c'est un CH3. L'astuce, elle est là. Hein. C'est qu'on a 1,5 O2. Bon, 1,5 O2, si je mets tout en décomposition, j'aurai un carbone, plus, là il est à l'état isolé, plus un hydrogène, plus un hydrogène, plus un hydrogène, plus un oxygène, plus un hydrogène. Bon, voilà. Alors maintenant, combien d'oxygène que j'ai? Il y a 2 fois 1,5, ce qui fait on a 3 oxygènes. L'astuce, elle est là. C'est ça que je vous disais tantôt. Voilà, là, on a bien une conservation de matière et tout pourra se faire. Voilà, c'est pour ça qu'il faut équilibrer, parce que si vous avez un O2, ça ne va pas. Hein. Vous mettrez 2 oxygènes, alors que là, il y en a 3. Il y a 3 oxygènes. Et là, maintenant, je peux faire la formation. Je vais faire la formation. Je peux prendre le C et 2 oxygènes. Voilà, ces deux-ci sont pris pour faire du CO2. Voilà, celui-là, il est fait. Maintenant, je vais faire de l'H2O. Donc celui-là, il est pris. Je vais vous montrer ce qui est pris. Hein. Je viens de prendre le carbone. Voilà, le carbone, il est pris. Les 2 oxygènes sont pris pour former du CO2. Donc là, je suis en pleine formation. Hein. Je suis plus en rupture. Là, j'étais en rupture. D'ailleurs, je vais marquer. Là, je suis en rupture pour mettre en élément isolé. Rupture en élément isolé. Voilà. Et avant tout, bon, il faut mettre les éléments à l'état, tout à l'état gazeux. Hein. Mettre tout à l'état gazeux. Et si c'est pas le cas, s'ils ne sont pas à l'état gazeux, faire des changements d'état. À l'état gazeux, voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. On l'a fait. On a mis tout à l'état gazeux. Il y avait des liquides, on les a mis à l'état gazeux par un changement d'état. Ensuite, il faut faire des ruptures en éléments isolés. Ben, c'est ce que j'ai fait là. Et puis reformer. Hein. Là, bon, j'ai pris maintenant. Je regarde. C'est pour ça que la stoichiométrie, c'est fort important. Maintenant, je vais lier pour faire de l'H2O. Voilà, j'ai ces deux-ci vont me donner un H2O. Voilà, il est pris. Et celui-là vont me donner 2 H2O. Voilà, donc j'ai formé 2 H2O. Bon, et là maintenant, on a la réaction complète. Hein.
On a notre situation, si vous voulez, initiale, qui est ici. Voilà, la situation initiale est ici. Mais la situation finale, ben, voilà, on a formé ceci, hein, on l'a formé. Dans ce sens-là, bien sûr. Il y a un sens de parcours, on rompt en éléments isolés, et puis on fait la formation. D'abord on rompt, et puis on fait la formation. Voilà. Alors, les énergies de rupture, on sait les trouver, c'est facile, parce qu'il suffit de... il suffit... Alors, la rupture, elle est toujours... il faut toujours apporter de l'énergie à une rupture, toujours. Voilà. Donc ce sera positif. Ce sera positif. Parce que ce sera endothermique. Quand on apporte, le milieu extérieur apporte de l'énergie aux systèmes qui sont les liaisons, c'est endothermique. Donc en fait, delta H sera positif. Donc les delta H de cassure ici seront positifs. Et les delta H de formation, mais là, ça, les formations, voilà, c'est pas qu'ils absorbent de l'énergie, justement, ils vont en libérer. Donc ils libèrent de l'énergie, donc le delta H il va être négatif. Ce sera exothermique. Voilà. Donc le delta H est positif. Ce sera endothermique quand il y aura un apport de chaleur au niveau des liaisons, du système qui sont les liaisons chimiques. Là, le delta H est positif. Et le delta H est négatif pour voilà, les formations. Et le bilan global, c'est faire la somme des deux. Ce qui était rompu et ce qui était formé. Voilà. Et en calculant ça, vous avez le bilan global. Mais attention, ne pas n'oublier, si vous voulez faire le bilan global, tenir compte des changements d'état. Des changements d'état, des variations delta H dues au changement d'état. Voilà. Alors c'est ce que je vais m'atteler à faire ici. Bon, en allant chercher bien sûr dans des tables. Dans les tables, toutes les valeurs sont positives. Je vais vous montrer les tables de dissociation. Alors ici, j'ai ceux qui sont dans le tableau de Mendeleev, ils sont toujours positifs, mais c'est à vous à mettre quand elles sont positives ou négatives, parce que celles-ci elles peuvent être prises positives. Positives si, bien sûr, on rompt les liaisons, et négatives si, voilà, d'ailleurs je l'avais marqué ici, delta H positif, énergie fournie pour rompre une liaison est toujours endothermique, voilà, c'est ce que je viens de dire. Delta H négatif, énergie absorbée pour former une liaison. Donc il y a les ruptures de liaison et les formations de liaison. Donc ces valeurs sont données positivement, mais elles peuvent être aussi bien positives si on rompt les liaisons, ou si on les, elles seront négatives si on les absorbe. Et le bilan global, il faudra faire la somme des deux. La somme de ce qui s'est rompu, plus la somme de ce qui s'est comment est-ce qu'on appelle ça, formé. Voilà, donc on va faire ça. On va faire ça tout de suite. Et les énergies, je vais les prendre ici. Les énergies des liaisons sont ici. Voilà, les énergies de liaison, c'est ici. Bon, ça, c'est celui de tableau de Mendeleev, mais moi, je vais prendre celui de T4. T4, je ne sais pas c'est quel tableau. Je m'excuse pour les références parce que je n'ai pas trop de références. Bon, ici, j'ai des bonnes valeurs aussi. Hein. T2, T3 sont des bonnes valeurs aussi. Bon, il n'y a pas trop d'écart. Le tout, c'est de jouer sur les écarts pour essayer de trouver ce qui était trouvé au départ, c'est-à-dire l'énergie de formation de départ que j'ai calculé au départ. Donc celle-ci. Le but du jeu, de la manœuvre, c'est de trouver ceci. Hein. C'est de trouver ceci. Voilà le bilan global qui est ici exothermique. Bilan global de la réaction. Mais en brisant voilà, des molécules à leur état simple, en prenant tout à l'état gazeux. Ben, faisons-le. Alors, je romps le CH3. CH3, ben, il y a 3 liaisons CH dans le CH3, une liaison CO et une liaison OH. Voilà, ça c'est le CH3. Donc on va faire une rupture de cette molécule-là. Voilà, pour avoir les différentes énergies de rupture. Voilà. Alors, je vais rompre l'O2, mais le 2 c'est une double liaison O, comme ceci. Voilà. Donc là, on a CH qui est une simple liaison, CO une simple liaison, OH qui est une simple liaison dans le méthanol. Dans l'dioxygène, on a une double liaison OO. Voilà. Ça, c'est pour les ruptures qui vont se produire au niveau des réactifs. Les réactifs vont se rompre. C'est ce qu'on appelle le bilan des réactifs, ils vont se rompre. Alors, ce qu'il faut faire, mais comme on a 3 liaisons CH, une liaison CH dans mon tableau donne 411 kJ par mol, mais donc la rupture des liaisons fait 411 x 3, parce qu'il y a 3 liaisons,
CH, une liaison CH, c'est 400 kJ par mol dans le tableau. Je fais le calcul, j'ai ceci. Alors, il faut savoir qu'après, ça, c'est la rupture pour une seule molécule. Effectivement, il n'y en a qu'une seule, il n'y a pas de problème. Donc, la rupture totale pour N mol, ici, N vaut 1, mais ça fait 1233 kJ. Voilà, alors je fais la même chose pour la liaison CO, c'est 313,5. Comme il n'y a qu'une seule liaison, ben c'est 313,5 pour une seule liaison. Si on avait deux, ben j'aurais ceci. Voilà, 627. Voilà. Et si on avait eu voilà, 3 moles ici, mais vous voyez que ça va varier, hein, ça va varier. Là, par contre, ici, il y a un problème, parce que c'est ceci fois, bien sûr, si on veut rester cohérent, fois voilà, le nombre de moles de CH3OH. Voilà. On aurait eu ceci. Voilà. Mais on n'a pas de liaison, on n'en a qu'une. Voilà. Et on n'a pas 3 molécules, 3 moles, on n'en a qu'une. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? L'énergie totale vaut ceci. Voilà. Alors maintenant, pour ça c'est le CO. Maintenant, on va faire pour le OH, c'est un peu la même. On va chercher dans les tables la valeur pour le rompre une liaison OH, qui est ceci. Alors, comme on n'a qu'une seule liaison, ben, c'est ceci. Parce que si j'avais eu 3 liaisons, alors on va en mettre 4, on aurait eu ceci. 4 liaisons, on aurait eu ceci. Bon, et maintenant, si on avait eu deux molécules de moles de CH3COH, ben, vous voyez qu'ici tout change pour 2 moles. Hein. Allez, je vais mettre 10 moles pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Pour 10 moles, voilà, par contre ici pour 10, il y a quelque chose qui ne va pas non plus, puisque c'est ceci fois celui-ci. Voilà, à chaque fois j'ai oublié de mettre, voilà, là j'aurais eu ceci, là il y a encore un petit problème parce que c'est ceci fois la valeur du nombre de moles qui est ici, voilà, je sais pas pourquoi, ah oui c'est parce qu'en fait il faut juste, peut-être la grande, non, 3135, oui c'est parce que, voilà, ça ressemble mais c'est pas la même chose. Voilà, je vais le mettre en nombre avec une séparation des milliers, et là vous voyez apparaître ceci. Voilà, tout comme ici, il n'a pas été multiplié par 10, donc c'est ceci multiplié par le nombre de moles. Voilà, parce que voilà, 10. Voilà, et là. Vous voyez que plus le nombre de moles est important, et plus c'est normal que l'énergie totale sera important pour rompre. Voilà, l'énergie totale est important pour rompre. Voilà. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que on n'a pas 10 moles. Hein. On n'a pas une mole. Et en plus de ça, on n'a pas 4 liaisons OH, on n'a qu'une seule. Voilà, on n'a qu'une seule liaison OH. Voilà, et on n'a pas 10 moles, donc je vais retirer tout ceci. Hein. Bon, c'est pour vous montrer que plus il y a un nombre de moles, et plus bon, ça va changer. Voilà. Alors ici, je fais la même chose pour l'oxygène. Il n'y a qu'une liaison OO là à faire, à casser. Voilà. Ici, je vais mettre 3 et 1 parce qu'il ne faut pas que ça change non plus dans voilà, 2005, c'est bon. Voilà, j'ai bien une liaison OH pour le méthanol, une liaison CO pour le méthanol et 3 liaisons CH pour le méthanol, d'accord. Et on a bien une mole de CH3OH. Bon, maintenant pour l'eau, on a 1,5 mol d'après la réaction, on a 1,5 mol d'O2. Ouais, on va faire ça tout de suite. Bon, on a voilà, ça c'est dans l'étape 494. Alors, ce 494, ben, c'est parce qu'on a une fois 494, parce que ça c'est la valeur d'étape, rupture d'une liaison kJ par mol. Alors, s'il y a 5 liaisons, ben, il y a 5 fois plus. 5 fois plus. Voilà. Alors, ce qui n'est pas bon, c'est ceci multiplié par 1,5 parce qu'il y a 1,5 mol. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour 1,5 mol, 3705. Alors, si j'ai 10 moles, ben, on a ceci. Si j'ai 7 liaisons OO, ben, on a ceci. Ben, ceci ne bouge pas parce que c'est la valeur 494, c'est la valeur dans les tables. C'est pour une mole. Voilà. Mais comme on rompt cette liaison, par exemple, ben, c'est 4 fois la rupture de. S'il y a 7 ruptures à faire, c'est 7 fois la rupture de 494 joules de l'énergie d'une rupture. Ça, c'est l'énergie d'une rupture en kilojoules pour une mole. Donc, s'il y a 7 liaisons à faire des ruptures, ben, c'est 494
Bien sûr, il faut que ce soit des liaisons OO, hein, parce que sinon, vous ne pouvez pas couper ce que vous voulez. Là, l'énergie là, c'est donné pour une liaison OO. Tout comme l'énergie 411, c'est donné pour une liaison CH. Voilà. Tout comme le 313.5 est donné pour une liaison CO. Et ainsi de suite. Bon, ça, vous allez voir dans le tableau. Je prends les énergies de rupture de liaison, et voilà, et je fais les ruptures. Bon, maintenant, je remets à leur place qu'il faut, parce qu'on n'a qu'une liaison OO dans l'oxygène, et en plus de ça, on n'a qu'un 1,5 mol et pas 10 moles. Donc, je remets, et donc, les calculs sont ceux-ci. Alors, je fais la même chose pour les énergies. Alors, je vous ai dit que tout est négatif, positif. Là-dedans, 411 c'est positif, c'est normal, parce qu'en fait, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une réaction. La rupture de liaison nécessite un apport d'énergie. Donc, voilà, l'apport d'énergie, c'est endothermique. Le milieu extérieur apporte au système qui est la liaison un apport calorifique. Donc là, le delta H est positif. Ce qui n'est pas vrai pour les énergies de liaison. Les énergies de voilà, ça ce sont les énergies de liaison. Au travers des énergies de liaison, on a fait le bilan des réactifs. Voilà. Bien sûr, il faut additionner tout ça. Hein. Voilà, et l'addition, elle est là. Bilan des enthalpies de réactifs, mais c'est le bilan global. Voilà, pour rompre voilà, une mole de CH3COH. Bon, là, il y a 3 liaisons CH, plus une liaison, plus 313. En fait, c'est 1233 plus 313, plus 4000, plus 459. Ça donne 2005. Voilà, ça c'est pour l'énergie totale pour rompre toute la molécule de une molécule de CH3OH. Voilà. Et ceci c'est toute l'énergie totale pour calculer pour rompre 1,5 mol molécule ou mol 1,5 mol d'O2. Voilà. Et alors bon, le bilan des enthalpies de réactifs, mais c'est la somme de 741, celui pour rompre 1,5 mol d'O2 et celui pour rompre complètement, c'est-à-dire 2005 plus 741 donne 2741, c'est de l'énergie totale pour rompre une mole de CH3OH et une mole de 1,5 mol de O2. Et là, on a le bilan total des réactifs. Bon, maintenant, on va faire le bilan des énergies de liaison. Ben, c'est le bilan des produits. Ben, on a le produit, on a une mole de CO2 et 2 moles d'H2O. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on prend, je fais la même chose, mais cette fois-ci, je vais compter tout positivement. Normalement, c'est du négatif. Hein. Ben, je peux mettre négatif, il n'y a pas de problème. Et puis, je fais la somme. Voilà, je vais faire la somme entre... ou alors, je fais les réactifs moins les produits, en tenant tout positif. Je considère que lui, il est positif et que le bilan est positif, mais je fais une différence des deux. Ou alors, ce que je peux faire, c'est de dire que, bon, là, il est négatif, c'est moins ceci. Voilà, et puis je fais la somme. Voilà, je peux avoir ceci. Voilà, et je fais la somme. Bon, mais je ne vais pas opter pour voilà, je vais faire... Comme j'ai pris tout... Normalement, ils sont négatifs, ceux-là. Hein. C'est normal, c'est des formations. C'est des enthalpies de formation d'une liaison. Voilà, 799 pour le CO2. Il y a deux liaisons CO dans CO2. Il y a 2 liaisons CO2. Voilà, ça fait 799. Voilà, donc on a... si j'avais 3 liaisons, ben, j'aurais eu ceci. Voilà, 4 liaisons. Si j'avais eu 4 liaisons, c'est ceci, mais ici on n'a que 2 liaisons, donc ça donne ceci. Par contre, celui-ci c'est celui-ci fois le nombre de moles, et comme on n'a qu'une mole, ben, ça ne change pas. Par contre, si j'avais eu 10 moles, à ce moment ça fait ça. Voilà, on n'a qu'une mole. Bon, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, hein, sauf simplement ça devrait être des valeurs négatives ici, mais je les prends positives parce que je vais faire les réactifs moins les produits. Donc c'est pas un problème, je prends tout positif. Je vais bien vous faire les deux, hein, c'est pas un problème, bon, ça change rien. Je peux faire ce que je suis en train de dire, je vais vous l'expliquer ici. Je peux faire, voilà, comptabiliser la somme des variations d'enthalpie de rupture, voilà, des enthalpies de rupture, plus la somme des enthalpies de formation prises négativement. Parce que l'enthalpie de formation, je vous ai dit, de formation, les enthalpies de formation des liaisons est comptée négativement. Je peux prendre des plus
avec une somme de moins. Bon, je n'ai pas fait ça, moi. En fait, moi, j'ai pris les valeurs du tableau directement, brut, voilà, sans mettre de signe. Mais à ce moment-là, il faut que je mette un moins, là. Je fais moins, et là, je prends que des plus. C'est ça que j'ai fait. Les enthalpies de formation, voilà. Donc là, ils sont positifs. Là, elles sont positives, mais simplement, je mets un moins là. Par contre, j'aurais pu mettre un plus et comptabiliser voilà, delta H négatif. J'ai pas fait ça, j'ai opté pour cette solution-là. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que aussi bien delta H rupture que delta H formation, je prends les valeurs brutes positives du tableau. Et voilà, je fais un moins comme ceci. Voilà. Alors, je calcule ceci. Et on a 3452 pour les produits, 352,4 kJ pour les produits. Et là, maintenant, je fais la différence. Je fais la différence entre les réactifs et les produits. D'après la formule que je vais vous montrer, comme j'ai pris du positif, ben, je prends cette formule-là. Celle-ci. Non pas celle-là, mais celle-là. Je prends cette formule-là. Alors, eh bien, j'ai le bilan d'enthalpie des réactifs qui vaut 2746. Voilà. Plus, enfin, moins 2746, moins 3452. Donc on aura une valeur négative parce que une petite valeur moins une grande valeur, ça fait du négatif. Et c'est normal. Voilà. Donc on a 1705, moins 705,9 qui est l'enthalpie voilà, le bilan de l'enthalpie de rupture et de formation des liaisons. Donc les bilans voilà, de ce qui se passe au niveau rupture et formation des liaisons. Mais attention, c'est pas terminé, parce que je vous ai dit qu'il y avait des changements d'état. Donc là, il faut tenir compte des deux changements d'état. C'est moins 705, plus, alors, il y a deux changements d'état, il fallait chercher, je vous ai dit, il fallait mettre de côté les deux états. Alors, il y a 37,5, voilà, plus, ça c'est le changement d'état pour une mole, il y avait une mole hein, de CH3OH liquide, voilà, 37,5. Par contre, pour l'eau, il y avait deux moles, ça fait 88,1, il fallait rajouter ces deux-ci. Voilà, en rajoutant ceci, on a moins 580, 90. Donc on a, c'est ce que j'ai ici. Voilà, moins 580, 90. Mais maintenant, je vais faire l'écart. Ça, c'est par les énergies de liaison. Hein. Voilà, c'est le delta H réaction totale. Hein. C'est le bilan de l'enthalpie totale. Voilà, c'est le bilan de l'enthalpie totale de la réaction avec les changements d'état. Avec les changements d'état. Alors, ce qu'il y a, le problème, c'est qu'on en a deux de changements d'état, donc il faut un S. Bilan global, ou bilan de l'enthalpie totale de la réaction avec les changements d'état, parce qu'il y en a deux. Voilà, il y en a deux. Avec les changements d'état. Delta H réaction, réaction d'oxydation, parce que c'est une réaction d'oxydation, ou réaction totale, qui est une réaction de combustion, voilà, est égal à delta H moins delta H formation plus delta H changement d'état. Mais attention que les delta H formation sont pris ici, attention à ça, comptés positivement à ce point-là. Hein, puisque j'ai mis un moins devant, ils sont comptés positivement. Voilà. Plus delta H, changement d'état, puisqu'il y a deux changements d'état. Voilà, et en faisant ça, ben, on a ceci. Maintenant, je vais faire l'écart par rapport à ce qui avait été calculé au départ, par voilà, au tout début, voilà, là, par les énergies, les enthalpies molaires. Les enthalpies molaires, ben voilà, le résultat donnait moins 726,5, c'était exothermique. Et là, on a un écart de, voilà, de moins 515, moins 505. Je vais le mettre à côté, hein, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas fort. Bon, je vais le mettre à côté, ça c'est calcul par les enthalpies molaires. Calcul par les enthalpies molaires. Voilà, je vais mettre le résultat ici. C'est égal à moins
moins 726, voilà, moins 726 qui est égal à kilojoules. Voilà, et l'écart, ben, entre les deux, ben, il fait 146,20. Bon, vous allez me dire, c'est un grand écart, oui, ben, pourquoi pas, ouais, ça dépend qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit. Moi, j'ai pris les valeurs dans les tables, comme elles m'étaient données, donc je veux dire, bon, c'est pour ça que les valeurs dans les tables, il faut essayer c'est de manipuler les valeurs dans les tables de telle manière à essayer d'avoir le moins d'écart possible. Hein. À la rigueur, c'est de prendre vous prenez plusieurs tables, vous prenez les minimums pour les minimums des valeurs de liaison de rupture, les minimums de valeurs, vous choisissez les minimums de valeurs de rupture, et dans les formations, vous prenez voilà, les plus grands, vous essayez de jongler avec plusieurs tables. Hein. C'est pas qu'une table qui va vous donner toutes les valeurs dans une table. Vont pas forcément vous donner quelque chose avec un écart petit. Hein. Il faut mélanger les valeurs des tables. Hein. L'astuce, c'est un petit peu là aussi. Hein. Voilà, parce qu'il y a quand même des petites différences, et parfois même voire des grandes différences. Vous avez dit qu'il y en a qui sont fiables, d'autres pas. Donc il faut prendre des valeurs, bien sûr, des valeurs fiables, mais maintenant, il faut aller chercher des valeurs qui sont... je veux dire, qui vont donner une cohérence aussi. Hein. Vous allez chercher, il ne faut pas forcément tout prendre dans les tables, dans la même table. Hein. Vous pouvez chercher des autres valeurs dans d'autres tables, et vous allez voir que parfois vous allez vous approcher le plus du résultat en prenant des valeurs dans des tables séparées. C'est pas forcément en prenant des valeurs dans une table, dans la même table, que forcément vous allez avoir un petit écart. Non, c'est en mélangeant un petit peu, je veux dire, les valeurs, des valeurs adéquates de différentes tables. Bon, et on considère que qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui n'est pas fiable, j'en sais pas plus. Moi. Bon, je n'en sais vraiment pas. Je n'en sais rien du tout. Qu'est-ce qui est plus fiable par rapport à une table, parce qu'elles sont toutes données à 298.15. Chaque laboratoire donne ses valeurs, et il y a des écarts. Bon, allez comprendre quelque chose là-dessus. Bon, chacun n'a pas le même matériel. Voilà, le laboratoire, je ne sais pas s'il est fait dans les mêmes conditions. J'en sais pas plus. Donc, c'est un peu normal qu'à un moment donné, voilà, on obtienne des écarts. Maintenant, l'écart, c'est normal qu'on ait un écart. Hein. Ça, c'est d'office. Hein. Parce que la méthode, je veux dire, la méthode des enthalpies molaires, justement, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Pourquoi la méthode, elle est simple. C'est ça qui en fait son intérêt, c'est sa simplicité. Simplement, le problème, c'est que bon, on n'arrive pas forcément à avoir des écarts proches de zéro. Hein. Enfin, j'ai réussi à avoir pour l'éthanol avec l'éthane et comment on appelle ça, l'éthane et l'eau. Bon, j'ai réussi à obtenir un écart de 0,34 par rapport à l'énergie de liaison et les énergies molaires. Bon, j'ai fait un calcul, mais c'est en mélangeant les valeurs des tables. Bon, là, je ne sais pas si c'est un coup de voilà voilà. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, c'est en mélangeant des valeurs de différentes tables que j'ai obtenu voilà, un très petit écart de proche de zéro. Hein. Donc j'ai presque le résultat. Par contre, ici, le résultat, il est quand même, on a un écart de 146. Bon, là, j'ai pas mélangé, j'ai pas fait des grands mélanges. Là, je peux vous dire, bon, j'ai pris une certaine table et puis d'autres, peut-être d'autres tables. Mais voilà, j'ai fait un mélange aussi ici de valeurs de table. Hein. Vous pouvez aller constater ce que j'ai mélangé, on peut voir tout de suite. Hein. Parce que je vous ai mis, vous allez voir dans les tables ce que j'ai pris. Vous allez voir que j'ai pris d'une certaine colonne qui n'est pas la même référence qu'une autre colonne. Voilà, je peux vous montrer ça. Hein. Voilà, je vais vous montrer ça ici. Table des enthalpies de dissociation. Voilà, ces quatre tables-là ne sont pas les mêmes. Hein. J'ai la table 2, 3, 4. Parfois je plie sur la 4, parfois je plie sur la table de Mendeleev. Parfois, voilà. Du moment qu'elles sont assez proches, ça va. Hein. Parfois, il y a des petits écarts de 4-2 voilà, pour la rupture d'OH. Voilà, 4-2. 459, 459, 459, 463. Bon, c'est pas des grands écarts ici encore. Bon, voilà. Ce qui est grand écart, c'est 75. Là, on peut. Bon, c'est quand même un grand écart. C'est en kilojoules. Hein. Attention que c'est 75 kilojoules. Voilà, bon, il y en a des petits écarts. 13, ça reste quand même un écart. 57, là, c'est quand même un grand écart. Bon, là, est-ce qu'il y a la fiabilité, je veux dire, de ce qui est donné aussi. Hein. Moi, je ne sais pas dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Bon, mais ça, c'est une chose. Mais, si vous voulez,
Pour rompre des liaisons chimiques, il faut fournir donc de l'énergie. On en récupère lorsque les liaisons se forment. Et le bilan entre énergie fournie et énergie récupérée constitue la variation d'énergie de la réaction chimique. C'est ce que j'ai fait. Par ailleurs, la comparaison de multiples données expérimentales a montré que l'énergie de liaison dépend principalement de la nature des deux atomes liés et peu de leur environnement dans la molécule. Donc elle dépend de la nature et peu de l'environnement. Donc ce qui veut dire qu'il y a des valeurs qui sont données par rapport à la... comment on appelle ça qui ne sont pas données en fonction de l'environnement. Par contre, il y a des tables qui donnent par rapport à l'environnement qui sont plus, je veux dire, un peu plus, je veux dire, comment on appelle ça plus justes. Voilà, elles sont plus précises. Voilà, il y a des tables beaucoup plus précises que d'autres. Voilà. Donc il faudrait peut-être calculer avec des valeurs bien précises, beaucoup plus précises, qu'il fait intervenir l'environnement voilà, dans la rupture des liaisons. Parce que ça dépend de la nature et de l'environnement. Non, elles dépendent de la nature, des deux atomes, donc ils sont liés, et peu de leur environnement, mais malgré tout, il y a des valeurs qui sont données avec voilà, des tableaux qui sont donnés avec l'environnement. L'environnement est un peu plus exact. Voilà, des valeurs plus exactes. C'est ça que je veux dire. Bon, c'est pour ça que moi j'utilise ici des valeurs, mais j'obtiens des écarts quand même de, bon, vous venez de le voir, de 146. Déjà, on a plusieurs valeurs. Hein. Vous voyez qu'on a plusieurs valeurs. Les écarts sont petits, vous allez me dire. Est-ce qu'il y a d'autres tables qui existent avec des valeurs plus justes? Bien sûr que si. Je vais vous le dire maintenant. Donc, je veux dire maintenant, d'un laboratoire, ça vous donne des valeurs différentes. Hein. Bon, et en composant différentes valeurs, on peut arriver à une valeur juste, presque juste. En composant, voilà, l'un qui viendrait, par exemple, d'un tableau de Mendeleev. Ici, ce qui est malheureux, c'est que bon, je ne connais pas comment est-ce qu'on appelle ça, les références pour lesquelles j'ai été puisé dans les valeurs là. J'ai puisé ça dans des tables, mais je ne me souviens plus où j'ai puisé ça. Donc le problème il est là, c'est que j'aurais pu vous donner voilà la référence, mais le problème c'est que je ne l'ai pas fait. La seule référence que j'ai ici c'est le tableau de Mendeleev, et ça je ne sais plus où que j'ai été chercher ça. Donc voilà, de toute façon ici il est pas voilà, il est beaucoup plus complète ici. Le tableau de Mendeleev, hein, dans le tableau de Mendeleev, vous allez voir au verso, vous avez ces valeurs-là. Alors je pourrais prendre les valeurs du tableau de Mendeleev. Par contre, il y a des tableaux qui vous donnent avec des petits écarts. Là, j'ai mis les écarts par rapport au tableau de Mendeleev et ces valeurs-là de la T4 et T1, qui est tableau de Mendeleev et T4. J'ai fait les écarts et je regarde. Bon, les autres, quand on regarde 411, 413 voilà, et 415, bon, il n'y a pas de grands écarts. Hein. Bon, 263 et 346, là, il y a quand même un grand écart. 459, 463, bon, il y a 4,2 d'écart. 305, bon, et ça pose la question de la fiabilité de certaines valeurs voilà, qui sont données dans des énoncés et dans des tables. Hein. Bon, comment savoir on a une bonne valeur? Ben, il faut aller voir les écarts et comparer. Vous faites par comparaison, hein, vous allez voir dans les autres tableaux. Si maintenant, et regardez bien le titre du tableau parce que c'est fondamental ça. Hein, parce que si vous n'êtes pas dans un beau tableau, si vous donnez l'enthalpie libre, c'est normal que c'est différent. Pas confondre enthalpie libre, hein, l'enthalpie de Gibbs c'est l'enthalpie. Voilà. Mais si vous allez voir dans un tableau, vous comparez les enthalpies, bien sûr, les enthalpies standards données à une température bien précise, à une pression bien précise. Ben, si vous allez voir de tableaux qui ont été faits à 101 325 pascal, comparez les tableaux à 101 325 pascal. S'ils ont été faits à 100 000 pascal, à 100 000 pascal, comparé à 100 000 pascal. Les tableaux à 100 000 pascal. Donc, faites très attention à ça. Hein. Faites très attention à ça et comparez ce qui est comparable. Il ne faut pas comparer deux choses où il y aura des petites erreurs, enfin des petites différences. C'est normal que là, il y a des petits écarts. Hein. Voilà, si c'est pas faire la même pression, c'est normal qu'il y a des légers petits écarts, mais là, on peut comprendre ces petits écarts. Là. Voilà. Donc, c'est pour ça que faire une lecture des données, c'est-à-dire les données, c'est-à-dire comment on appelle ça, les chaleurs de liaison, mais allez les chercher dans des bonnes tables. Dans des bonnes tables, et à la rigueur, regardez 3-4 tables, regardez 3-4 énoncés, dans les énoncés, parfois ils vous donnent des valeurs, et comparez-les par rapport faites des écarts, et regardez si c'est plausible ou pas, parce que parfois, on vous donne dans des énoncés des valeurs qui n'ont rien à voir avec la réalité, ils se sont peut-être eux-mêmes trompés dans l'écriture de la valeur, voilà. Donc il faut, quand on met une valeur, il fallait la vérifier, parce qu'il ne suffit pas de taper une valeur comme ça, et de se dire, bon, il faut calculer ça avec ça, vous ne trouverez pas la bonne réponse, parce que c'est la valeur... Là, de l'enthalpie de liaison n'est pas bonne. On vous a donné une enthalpie de liaison
qui n'est pas bonne. Donc, je veux dire, vous allez faire un calcul, c'est normal qu'en finalité, vous trouvez un grand écart par rapport à l'enthalpie molaire. Hein. C'est normal, si on vous donne déjà quelque chose qui est pas bon, sauf si maintenant on vous donne quelque chose qui est pas bon et que voilà, vous arrivez comme par hasard à trouver la bonne réponse, presque la bonne réponse, là, bon, c'est le fruit du hasard, hein, ça. Parce que déjà, c'est pas bon en enthalpie de liaison et en enthalpie molaire, vous avez presque la réponse que l'enthalpie molaire, mais ça, c'est le fruit du hasard. Le fruit du hasard, je ne dis pas c'est ce que j'ai eu avec l'éthanol. Je m'excuse, j'ai rassemblé plusieurs valeurs de chaleur molaire, de chaleur de liaison. J'ai pris, voilà, par exemple, j'ai fait mon choix. Ici, c'est le choix. Hein. Je fais mon choix. Je prends parmi le tableau la colonne T1, T2, T3 ou T4. Voilà, une des quatre. Et alors, j'ai fait des mélanges et je suis tombé avec un écart de 0,34. Bon, voilà. Par contre, ici, l'écart, il est quand même de 0,30, de 146. 146, bon, je veux dire, c'est l'intérêt de la méthode, c'est qu'elle est simple. Bon, on peut arriver à un résultat qui est, je veux dire, suffisant, c'est-à-dire qu'on peut avoir des petits écarts, mais bon, maintenant, si on a un très grand écart, bon, là, c'est un petit peu embêtant. Hein, c'est un petit peu embêtant. Voilà, je vous remercie beaucoup.